Bon, mon Zazou, t'as été sage cette année? Mais j'ai été le plus sage possible. T'as été le plus sage possible, alors t'as mérité un beau cadeau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais pas. Le deuxième meilleur pivot passeur de NBA par exemple. Ça te ferait plaisir qu'on en parle? Ça me ferait très plaisir. Alors c'est parti. Pourquoi vous devez succomber à la hype d'Eric Queen? Voici le sujet du jour et évidemment pour m'accompagner, on accueille son deuxième plus grand fan en France. C'est Azad. Azad, comment vas-tu en cette période de Noël? Ça va très très bien. Écoute, j'économiserai bien un peu plus d'heures de sommeil, mais finalement tout va bien. Et je suis content d'être réveillé à l'aube pour parler du sauveur du basket. Le sauveur du basket d'Eric Queen. Et pour commencer déjà, on n'est que deux. On devait être trois, mais le Zion Williamson du podcast français n'est pas là. Et as-tu été sage cette année, Azad? As-tu mérité qu'on fasse cette vidéo finalement? J'ai été très sage. J'ai beaucoup travaillé et j'ai été un bon élève. Donc oui, je mérite. Tu mérites. Je pense que en tant que fan de basket, on mérite tous d'Eric Queen. On mérite tous d'Eric Queen. Et je pense que cet épisode, il est important parce qu'on va essayer de vous convaincre. On va essayer de vous convaincre que... pourquoi est-ce qu'on aime d'Eric Queen finalement? Parce que là, les gens vont peut-être cliquer et vont se dire « Oh là là, ils vont nous faire chier, ils sont pas objectifs. » Mais l'objectif, justement, c'est d'être objectif. Exactement. L'objectif, c'est d'être objectif. L'objectif, c'est d'être objectif. Et petite question un peu avant de commencer. Comment tu vis ce début de saison où il a maintenant désormais bench Zion Williamson, rien que ça? Est-ce que t'es surpris? Est-ce que c'est à peu près ce que tu t'attendais ou pas? Je m'attendais pas du tout à un tel niveau. Genre l'aspect technique et l'aspect passing et tout. Bon, déjà l'aspect passing, je pensais que c'était bon, je pensais pas que c'était aussi bon. Et je pensais pas que physiquement aussi il allait aussi bien tenir et qu'il allait pouvoir tanker autant de minutes, autant de drive, autant de retours en défense et tout. Ouais. En fait, je m'attendais vraiment à genre. Il y a une partie de moi qui espérait, mais il y a une partie de moi qui l'avait vu jouer un peu en NCAA, ce que tu m'avais montré, et je me suis dit, oh là 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 là. On va se retrouver devant genre un miracle, un espèce de truc qui revient pas en défense, qui bouge pas beaucoup, qui est pas très dynamique et en fait qui sait trouver des espaces que contre des enfants. Et finalement, bah non. Hein. Eh ben non, Ouais, finalement c'est plutôt pas mal. C'est un sacré kiffeur. Ouais, et pour faire ça, pour faire cet épisode, sache que j'ai réécouté le podcast qu'on avait fait et tu avais déjà annoncé qu'il allait aller au Pélican de 1. Ça c'est fort. Et franchement, je pense que c'est un des meilleurs qu'on ait fait. Je trouve qu'on a été plutôt juste avec FD. C'est vrai. Ouais. Faut qu'on lance ouais. un média draft alors. Faudrait peut-être qu'on lance un média draft, ouais. Mais du coup, quelque chose que je disais dans le podcast et je suis plutôt content, c'est que pour moi, tout va passer avec lui. Tout commence avec quoi, Azad? Tout commence avec le scoring. Avec le scoring. Et oui, et c'est là où nous commençons notre vidéo, puisque regarde ma belle présentation d'Eric Queen, un driver de 6-10. Et pour moi, tout commence un peu là-dessus. J'ai fait des slides, j'ai fait mon boulot. Et en fait, tout commence avec le scoring. Parce que si t'arrives pas à mettre la pression sur la défense avec ton scoring, et ben finalement, t'auras beau avoir le meilleur passing du monde, il sera pas efficace. Et c'est ce qu'on a vu avec plein de joueurs, que ce soit, notamment, tu vois, Sabonis face aux Warriors, c'était un peu ça finalement. Et pour moi, ce qui frappe vraiment, ce qui marque vraiment avec Derrick Queen, c'est déjà peut-être sa capacité à enchaîner les départs. Et il a une capacité en fait à gérer son rythme dès le début de ses drives en fait, avec un excellent handle. Là, on voit le petit crossover entre les jambes où il descend très bas et il prend bien les appuis. Mais vraiment une capacité un peu à endormir son défenseur avec finalement des feintes assez peu orthodoxes, mais il va complètement décélérer et à la fin, hop, un départ vraiment de faux lent
mais qui fonctionne. Et finalement, c'est un peu vraiment une combinaison assez unique de technique, de technique pure et de physique assez bizarre, de maîtrise de son corps, de décélération, d'équilibre aussi, et de puissance qui est assez génial, quoi. Ouais, et l'aspect de dribble, finalement, c'est peut-être ça que j'avais peut-être un peu sous-estimé. C'est déjà à quel point il maîtrise son dribble, à quel point il est difficile à anticiper quand il dribble, Hmm. et à quel point le dribble pour un joueur aussi grand, ça fait quand même une belle différence. Parce qu'il est défendu par des joueurs qui font presque sa taille, et finalement, le dribble prend encore plus de valeur dans ce cas-là, quoi. Ouais, bah là c'était un peu comme Ouais. ça que je l'avais fait. Premier exemple, bon, face à Nikola Jokic, ok, on peut ne pas être méga impressionné par les feintes qu'il met à Nikola Jokic. Donc on passe au step suivant, Brook Attends, Lopez. Baptiste, Oui, je viens de voir un truc. Remets l'action d'avant. On celle-là. cherchait les minutes où il y avait eu Jokic et Valanciunas en même temps sur le terrain. Ah, oh, ah bah voilà, Oh, ok, voilà. pour arrêter le duo d'Eric Quinn, Zion Williamson, il fallait Nikola Jokic et Jonas Valanciunas. C'est un peu ça qu'il faut. C'était ce match-là, ça perd l'hypopète. Bon, du coup, c'est bon. On a la réponse qu'on s'était posée dans l'épisode précédent. Ouais, et donc après Nikola Jokic, bon, on passe à Brook Lopez. On passe à Brook Lopez, et là encore, bah tu vois, il y a cette capacité à, hop, un peu endormir le défenseur, et d'un coup, j'accélère, et ensuite, il y a ce que j'aime beaucoup, c'est il y a ce côté puissance et ce côté équilibre, quoi. Et là, il va vraiment se créer ce lay-up tout en toucher et en équilibre en fin de drive, et ça, c'est vraiment impressionnant, mais finalement, Brook Lopez, bon, c'est plus le Brook Lopez Prime, donc finalement, si on passait au Deepoy Rudy Gobert, et là, ce que j'aime bien, c'est que, pardon, ce que j'aime bien, c'est que le pick and roll donne rien. Et encore une fois, il y a cette capacité à un peu endormir son adversaire et aller à droite comme à gauche avec son dribble, comme tu as dit. Et ça, c'est assez valuable. Et donc, finalement, même face à un Deepoy, il y a eu pas mal d'affrontements face aux Wolves. Mais là encore, tu vois, hop, ce premier pas un peu en puissance, mais qui finalement, face à des intérieurs qui sont beaucoup, beaucoup moins mobiles, c'est pas spectaculaire. Mais ça marche tout simplement, quoi. Ouais. Bah, après, je me dis, est-ce que, tu vois, par exemple, même Nazrid là-dessus se fait attraper dans l'écran, mais finalement, je pense que des profils comme Gobert, ils vont avoir du mal potentiellement contre un profil comme Derrick Queen, surtout que même s'il n'y a pas un énorme toucher, je pense qu'on y reviendra après, il y a quand même une capacité un petit peu à genre contourner les défenses et un peu s'adapter, quoi. Mm. Et je me dis, face à des pivots traditionnels, bah c'est un peu la merde parce que tu peux pas vraiment les laisser défendre en 1 contre lui, quoi. Et je pense que pour l'instant, les équipes NBA, elles sont surprises parce qu'elles mettent leur pivot sur lui. Mais du coup, le pivot peut pas tenir la vitesse. Et t'as tout autre problème qui arrive si potentiellement tu mets d'autres profils sur lui aussi, quoi. Ouais. Mais celle-là, je pense qu'il faut qu'on se la mette un peu au ralenti. Parce que regarde-moi, cette capacité à descendre le ballon. Regarde comme il est souple. En fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé avec lui. C'est à quel point il est souple. Et là, il arrive à complètement se pencher pour accélérer, pour finalement prendre de l'inertie. Parce que Nasrid est un peu bloqué dans l'écran et on veut pas switcher. Et on va y revenir. Et après, quand même, à rester équilibré, à aller jusqu'au panier. Et après, bon, bah, c'est l'autoroute. Puisque si Nasrid est sur lui et qu'il n'y a pas Rudy Gobert sur le terrain, et il n'y a pas de protection de cercle. Et donc c'est magnifique, c'est tout droit. Et ouais, finalement, je pense qu'il y a un peu de ça. Et il y a ce match qu'on a vu ensemble face à Luke Cornett. Ce que j'aime bien, du coup, c'est qu'il y a l'aspect un peu ballerine, technique, footwork, dont on vient de parler. Tu vois, capacité à vraiment dépasser des joueurs plus lents par la technique. Vraiment purement par la technique. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que là, tu vois, il reçoit la balle et boum, il attaque en puissance, il résiste au contact. Le pauvre Luke Cornett qui se fait complètement dégager de la route et il finit. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est ce que je disais un peu hier tard le soir, mais c'est un peu un grizzly ou je sais pas, un animal un peu puissant, féroce, mais dans un corps de ballerine, quoi. Et enfin dans un corps, avec un jeu de ballerine. Et là tu vois, même face à des pivots comme Nasri d'avant, ou face à des pivots un peu moins puissants que lui, parce que là sur la possession qu'on voit, Porzingis défend Alvarado pour être en roamer, et donc il a un joueur moins puissant que lui, et lui en fait il arrive à vraiment bumper en gardant son dribble en vie, aller jusqu'au cercle, et bon là il finit peut-être avec un peu de réussite ou du toucher
c'est propre à l'interprétation de chacun. Mais du coup, c'est vrai qu'on voit vraiment ce combo-là, quoi. Ouais, bah franchement, c'est. Et je trouve que les pick and roll inversés, C'est génial. finalement, c'est simple comme bonjour, mais ça fonctionne. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'habitude de faire un petit peu ces pick and roll inversés pour Zion, où les écrans sont très bas, parce que Zion est un driver qui drive depuis très proche du cercle. Et du coup, bah, finalement, d'avoir ça avec Derek Queen, c'est parfait, quoi. Ouais. C'est vraiment genre la Est-ce belle que... manière de l'utiliser. Et en plus, il est entouré. Je pense que Trey Murphy lui fait énormément de bien. Ah oui. Et je pense qu'à l'inverse aussi, il fait énormément de bien à Trey Murphy. Et j'aurais une petite stat sur leur relation finalement pour le côté passing. Ouais. Et un truc qui est important, je pense, avec le scoring aussi, bon, là, on a vu avant le fameux système qui jouait pour Trey Murphy, c'est-à-dire que Trey Murphy pose l'écran et après lui-même, il reçoit un flair de Saddiq Bey. Mais ce qui est impressionnant, c'est aussi, tu vois, son répertoire de moves. Et ça, c'est un move, c'est un peu un move qu'il fait souvent, mais un in and out, c'est-à-dire qu'il feint d'aller à gauche, mais Ouais. tu vois, là, sur le moment où on fait pause pour ceux qui sont en podcast, Jokic, il est mais complètement à la rue, quoi. C'est-à-dire que lui, il est persuadé que Derrick Queen va aller à gauche. En fait, son in and out va tellement vite qu'il peut repartir de suite. Et ce que j'aime bien, et le point où je voulais en venir, c'est sa capacité aussi à remonter ses bras, qui est importante. Et oui, on fait la conjugaison quand même ici. C'est que... tu vois, t'as plein de joueurs finalement qui arrivent à baisser bien leur centre de gravité, mais qui n'ont pas l'équilibre, le footwork et la coordination pour remonter vraiment en fin de drive. Et lui, c'est quelque chose qu'il a depuis très longtemps et qu'il a, enfin, en tout cas depuis que je le connais, pas personnellement, mais que je l'ai vu, ça frappe plutôt aux yeux. Non, mais c'est cette capacité en fin de drive, tu vois, là, il baisse les bras et ça me fait penser un peu à plein de gens. Mais Banchero fait très bien ça, par exemple. C'est que de suite après, il remonte les bras et ça, soit ça provoque des fautes, soit, souvent tout simplement, ça provoque des fautes, mais ça lui permet de se mettre aussi en position de lay-up. Là, en l'occurrence, c'est plutôt bien défendu par Rudy Gobert, donc ça finit sur un magnifique petit fadeaway. Mais ouais, c'est vraiment ce côté aussi, savoir balancer les bras. Et là, encore une fois, un petit drive en puissance, je change de main, je reste équilibré. Et après, je peux finir en 2 temps 3 mouvements. Et en plus, il arrive bien à contourner finalement le rôle de roamer de Porzingis. Donc ça veut dire qu'il a quand même vraiment une vision aussi à 90, 180 degrés quoi, de ce qui se passe sur le terrain, quoi. Et c'est vrai que dans l'aspect de passing, je trouve que c'est un truc qui revient beaucoup. Parce que là, le spacing, il est quand même dégueulasse. Genre, c'est-à-dire qu'il y a Yves Missier avec lui sur le terrain, quoi. Et pourtant, Et José Alvarado. Et et tu vois, pourtant, même le joueur en aide, il va bien l'éviter avec, tu vois, ce footwork ouais. où finalement un pas à droite, hop, un pas à gauche. En même temps, je mets le coup d'épaule, je me décale du timing d'à peu près tout le monde. Et bon, là, il prend son propre rebond, mais c'est assez. Mais il a l'espace. Mais Ouais. c'est vrai que, comme tu disais, la souplesse, Ouais. en plus, quand tu le voyais jouer à la fac, il paraissait tellement balourd un peu que tu la voyais quand même. Tu la voyais la souplesse à certains moments, mais là c'est plus que des flashs, quoi. C'est une constante. Hmm. Alors, est-ce que t'es prêt pour la deuxième partie du scoring de Derrick Queen? Mais je suis plus que prêt. Pourquoi pas le switch face à lui, finalement? Puisque tu vois, depuis Mm. avant, on parle de oui, il se fait défendre par des pivots, des pivots peuvent pas le défendre parce que blablabla, combinaison de techniques, etc., etc. Et il y a pas mal de matchs, notamment ceux face aux Wolves, où finalement, Mm. ce qu'ils ont fait les Wolves, c'est là, pick and roll avec Jeremiah Fears et on late switch, c'est-à-dire que le défenseur du poseur d'écran, donc de Derrick Queen, va sur Jeremiah Fears et il se retrouve face à Jaden McDaniels. Et là, hop, un petit coup d'épaule. Et en fait, la séparation qui se crée en un coup d'épaule, c'est
assez hallucinant et on en revient. Et finalement, c'est face à Jaden McDaniels. Je prends cet exemple parce que c'est peut-être le plus intéressant. Il y en a aussi face aux Lakers, mais les Lakers, du coup, c'est genre Luka Doncic ou Austin Reeves, c'est un peu moins impressionnant. Là, tu vois, en un coup d'épaule, en fait, il se crée complètement la séparation face à un extérieur qui est plutôt grand et puissant pour un extérieur, puisque c'est Jaden McDaniels. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et je trouve que c'est un peu là où c'est quelque chose qui fait partie de son profil, mais qui a été un peu mal vendu au moment de sa draft. C'est que, bah, vu qu'il jouait souvent face à des plus petits, on avait une plus grosse présence du post-up. Ouais. Et donc, on l'a vendu un peu comme un joueur de post-up exclusif. Mais pour moi, ce qui faisait son attrait, c'était d'abord son drive. Mais encore une fois, face aux Wolves, tu vas voir, celle-là, elle est assez impressionnante parce que la facilité avec laquelle il va jusqu'au panier, enfin, je veux dire, en deux dribbles avec son gros popotin, quoi. Le mec, non, mais le mec arrive à être dans la raquette, quoi. Le mec arrive à être dans la raquette et après, face à un plus petit, eh ben, il prend son rebond en puissance une fois, deux fois, trois fois. Et donc, il y a vraiment ce côté aussi bully ball avec lui que tu retrouves pas toujours. Avec ce genre de joueur driver. Et, et finalement, Et c'est Austin assez rare. Reeves, Voilà, Austin Reeves. Bon, spoiler, il va pas faire long feu. Hein. Voilà, dunk. Mais vraiment, tu vois, il y a ce côté un dribble, un coup d'épaule, Austin Reeves, il prend 4 mètres. Et puis, il s'ouvre le dunk, quoi. Il s'ouvre le dunk assez facilement. Là, tu dirais dit qu'il a dû dire salopard. Salopard, pourquoi on l'avait pas sur notre board de draft? Mais ouais, tu vois, ça fait partie de son jeu, je pense, la puissance et le post-up. Mais je pense que c'est plus une réponse à ce que peut faire la défense que vraiment quelque chose qui fait partie, qui est la source de son jeu, comme ça peut l'être avec d'autres. Et là, encore une fois, Jaden McDaniels, et même sur du face-up, en fait, tu vois, c'est pas toujours du post-up. Là, sur du face-up, c'est là où c'est intéressant et que tu retrouves son driving game. C'est que, hop, il se baisse, en puissance, il va bumper Jaden McDaniels, et là, on se dit, il est complètement hors d'équilibre, et il arrive à se rééquilibrer en fin de drive, et se créer un espèce de post-up où il a l'avantage dans la raquette sur Jaden McDaniels, et finir au-dessus parce qu'il est plus grand et plus costaud, quoi. Ouais, et puis il a le toucher proche du cercle quand même. Même si le shoot, c'est pas encore potentiellement la solution, il a quand même un petit toucher dans cette zone-là. Donc, en plus de l'avantage de taille, il sait aussi comment en profiter de son équilibre. Et il a un équilibre qui paraît tellement précaire, et pourtant. Je pense que ça c'est un bon exemple, ça. Jaden McDaniels qui a dû faire quand même quelques cauchemars de lui. Mais voilà, juste ça. Donc, en fait, pour ceux qui sont en podcast, encore un switch, il se retrouve en tête de raquette avec 2 pin down de chaque côté. Donc, ça peut-être qu'on va y revenir sur la partie passing. Donc, en gros, on lui libère l'espace. Il baisse son centre de gravité, il va à droite. Jaden McDaniels, il anticipe, il bloque un peu sa main droite. Et ce qui est ouf aussi, c'est ça, je pense, c'est quelque chose qui est dur à mesurer athlétiquement, mais c'est sa réactivité. C'est-à-dire au moment où il voit que Jaden McDaniels est un peu trop sur la droite de Derrick Queen ou la gauche de Jaden McDaniels, et ben de suite, il a ce spin move, cet équilibre pour remonter. Rapide, hein. Mais oui, il a une vitesse de spin move et de hanche qui est phénoménale, quoi. C'est vraiment ce côté ballerine, quoi. Et bon, là, je crois qu'il le rate. Ouais, il le rate. Mais tu vois, il se crée un tir, enfin la capacité à se créer un tir de très très haute qualité, elle est là. Et c'est un joueur qui va beaucoup au cercle. Face aux Spurs, on a switché. Bah là, j'y vais en puissance, quoi. Boum, boum, badaboum. Et c'est vraiment cet alliage qui est assez unique. Mais encore une fois, je trouve que ce qui marque sur tous les clips qu'on voit, c'est... Pardon, je veux pas spoiler la suite. Mais c'est le côté équilibre, quoi, tu vois. Le côté capacité à être toujours équilibré, même après avoir pris 2-3 bumps sur son drive. C'est assez phénoménal, quoi. Ouais, c'est l'équilibre du déséquilibre un petit peu, genre, et c'est du beau boulot. Et c'est vraiment la partie qui m'impressionne le plus. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus rigide, quoi. En tout cas, pas souple à ce point-là, même dans sa manière de jouer. On regardera dans le passing après, mais même dans sa manière de faire des passes, il y a une souplesse, en gros, une souplesse tactique aussi. Entre guillemets, il a un truc en tête, mais il est capable de s'adapter. Et comme tu dis, il y avait la réactivité qui allait avec aussi, quoi.
Et donc, on arrive à mon chapitre suivant, qui est le tank des lancers francs. Et en fait, on peut passer rapidement dessus, mais du coup, vu qu'il a ce côté où il déséquilibre souvent son défenseur, et ben il a une capacité en fait à soit attirer les double teams et des joueurs qui sont pas forcément bien positionnés, soit à faire des pump fakes, qui est assez fou, enfin assez folle du coup. Et pour moi, il y a un côté, comment dire, il y a un côté où beaucoup de ces échecs, on va dire aussi parfois, viennent parce qu'il va chercher à s'empaler dans le défenseur et complètement se déséquilibrer pour son tir. Mais du coup, je pense que ces stats de réussite qui sont quand même pas mal au cercle sont limite un peu sous-évalués parce qu'il y a pas mal de fois où il va juste chercher les lancers francs. Mais voilà, bah là, face à un plus petit en puissance, il y a cette capacité à, tu vois, c'est assez fou, c'est assez simple, mais driver, le handle, j'y vais, et ensuite je remonte les bras, et une fois qu'il a les bras en l'air, bah tu vois, c'est faute quoi. C'est faute parce que les plus petits, s'ils cherchent à le contrer, ils lèvent les bras, et donc il y a bras contre bras, et bah c'est faute tout simplement. Et malheureusement, je crois que je n'ai pas le clip face à Luc Cornet où il le met dans le vent de façon... mais c'est complètement folle. Mais voilà, ici face à Rui Hachimura, ça peut paraître de rien, mais il arrive face à un défenseur déséquilibré. Et Rui Hachimura, c'est quand même un défenseur mobile. Et là, il y a le petit in and out. Et ce petit in and out, donc, où il va feinter d'aller à droite pour aller à gauche. Et ben en fait, ça fait que Rui Hachimura, il bouge son pied gauche. Il est un peu hors d'appui. Et après, du coup, bah, il est en mouvement, pardon. Et il n'est pas en position de coulisser et contester. Et c'est encore faute, quoi. C'est encore faute. Et je crois qu'il a plus de 16% de free throw rate, de shooting foul percentage, pardon. Et ça, c'est assez énorme, en fait. Hein. Les meilleurs, c'est 20%. Et là, on parle d'un rookie qui est à plus de 16%. C'est des scores... Paolo Banchero qui avait fait ça. Je crois que Keontae George aussi est pas mal dessus. Mais du coup, c'est vraiment des scores d'élite. Et il y a vraiment ce côté, je baisse les bras et hop, ensuite je les remonte qui lui permet de provoquer des fautes. Là, en l'occurrence, bah, c'est un peu ce que je disais, mais du coup, il va un peu trop chercher la faute. Et quand le défenseur est vertical, bah, il est, tu vois, complètement dans une position pas naturelle du tout pour finir, et du coup ça lui joue un peu des tours parfois, et malgré tout j'ai regardé ce matin, il est à 70% au cercle quoi. 70% au cercle, c'est énorme, sachant que c'est correct, sachant qu'il s'en crée beaucoup quoi. Il s'en crée énormément lui-même, donc alors ça, puis il en crée beaucoup pour lui et pour les autres hein. De Dieu, quand même c'est beau, c'est le centième centile en fréquence au cercle de NBA. Enfin, les Pelicans, quand. Ouais, mais non, mais même en on-court. Oui, en on-court. C'est pas qu'en on-off, c'est en on-court aussi, genre. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, c'est l'équipe qui va le plus au cercle de NBA, quoi. C'est beau. Ouais. Et là, encore une fois, tu vois, petit exemple où il passe DeAndre Ayton, il passe l'épaule, et là, il décélère parce que, je sais même pas si on l'a dit, mais évidemment, il a une décélération de dingue. Il s'arrête presque, sauf que DeAndre Ayton mord pas dans sa feinte. Et du coup, bah, une seconde avant, il avait l'épaule, donc il aurait pu y aller et finir. Sauf que vu qu'il cherche à provoquer la faute, bah, il se retrouve sur un fadeaway ultra contesté et très compliqué. Et bon, là, il fait un bel écart pour le coup. Mais il y a un peu cette recherche parfois aussi à outrance du lancer franc. Qui est à raison, parce que je pense que c'est un grand mathématicien, un grand intellectuel, et donc il sait que c'est le tir le plus rentable du basket. Mais alors a-t-il des défauts? Aïe. Et je pense que je veux bien ton avis là-dessus. On va parler de The Elephant in the Room. The Elephant in the Room, c'est que aujourd'hui, en gros, je crois qu'il est à 38% sur ses flotteurs, donc ce qui est quand même pas top. Puis ça tombe à 30% sur les longs mi-distance, et je crois qu'il est à 11%, mais il en a pris genre... c'est genre 1 sur 10 quoi, ou 1 sur... non, 2, je crois qu'il doit être à 2 sur... 2 sur 20, 2 sur 22, un truc comme ça peut-être, à 3 points. Ce qui est quand même pas terrible. Bah, c'est vrai que bah, du coup, quand il a pas la balle, bah, c'est pas top quoi. Fears, il arrive à driver, c'est super, mais quand ça ressort sur lui, il y a sa mécanique qui, je trouve, est
il met un peu plus de jambes que quand je l'avais vu à Maryland, tu vois. Il met un peu Ok. plus de jambes et il descend plus le ballon. Tu vois, là, on voit que le ballon est quand même au niveau de son estomac, si je puis dire comme ça, pour pas dire quelque chose de grossier, parce que c'est Noël quand même, Azad. Et l'année dernière, il recevait le ballon quasiment déjà au niveau de sa tête. Et bon, là, ça reste quand même pas grand-chose au niveau des jambes, hein. Mais c'est un petit peu. Donc je pense qu'il est en train de travailler dessus. Et je pense qu'au vu du toucher, je peux y croire et je peux l'acheter. 80% au lancer franc. Mais le fait est que pour l'instant, il ne l'a Ouais. pas du tout. Et c'est quand même bien dommage, quoi. Bah, il a le toucher, mais il a pas le tir et la qualité de flotteur qui va avec pour l'instant. Tu sens qu'il y a des flashs quand même. Puis tu sens que dans sa manière de prendre certains tirs, lui, il a confiance dedans. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Mais Et là, tu tu, vois, genre, là, son épaule, enfin, ses deux épaules et ses coudes, tu sais, t'as envie de tout prendre et de dire, mais non, mais ça a rien à foutre ici, quoi. Ouais, et puis tu vois, il saute vers l'avant. Enfin, il saute vers l'avant, mais en se tournant. Genre, c'est son épaule Mm. droite qui finit devant. Enfin, c'est vraiment très très laid, quoi. C'est très très laid. Mais ce qui est ouf aussi, c'est que je pense que sa mécanique va pas du tout jusqu'à 3 points, en fait. Et Ouais, tu vois, ce qui est ouf, c'est que là, du coup, face à Rudy Gobert, c'est ça qui donne un peu confiance. C'est que, hop, parfaitement équilibré. Et là, le fadeaway, bah, jusqu'à mi-distance, il passe, quoi. Jusqu'à mi-distance, il passe et tu vois qu'il a se toucher. Mais, enfin, tu vois, ce tir, il me semble très naturel chez lui, finalement, ouais. à mi-distance. Donc ça, c'est quand même cool, quoi. Et ça laisse un peu espérer. Tout à fait d'accord. Moi, mais je pense qu'il y a des bonnes raisons d'y croire. Peut-être pas le 3 points dans son entièreté, mais déjà, s'il peut être une grosse menace aux mi-distance. Ouais, ouais, ce serait déjà pas mal pour apporter un peu plus de choses à son jeu. Et donc, ce qu'on en fait, c'est quand même qu'on a un joueur qui est, je crois, à 98 de true shooting plus, alors on parle. Donc, en vrai, bon, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Je sais pas Ouais. ce que t'en penses, mais tu peux te dire que pour un rookie, qui est quand Pour un même, rookie porteur de balle, finalement, c'est pas mal. c'est pas mal. Pour un intérieur de 6-10 qui C'est pas provoque terrible. énormément de lancers francs, c'est pas top. C'est pas top. C'est pas Mais top. voilà. Donc, il y a deux mondes. En fait, c'est plutôt dans quel monde il va aller qui va être important ensuite. Mais pour l'instant, puis on peut aussi. Moi, je pense que ça sera plus dans le côté passing qu'on va s'en mettre plein les mirettes, mais on est quand même. Visuellement, on assiste à quelque chose d'assez hors du commun, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et moi, ce qui me laisse quand même assez confiant pour la suite, c'est que bah, il a pas eu de pré-saison et sur ses Ouais. premiers matchs, il avait. Genre, si t'enlèves, je crois, ses 3-4 premiers matchs, bah, en fait, il a une efficacité qui est largement positive. Et ça, Ouais. c'est quand même plutôt chouette. Et ce que je trouve assez agréable, c'est qu'il y a quand même des moments où, bon, il est pas respecté à 3 points quand il est complètement off-ball, mais je trouve que rien que sur ses mains à main, en fait, il est Oui. extrêmement respecté parce qu'il a ce drive, en fait. Et honnêtement, je pense qu'il faut pas sous-estimer. En fait, qui est-ce qui a ce drive concrètement au poste de pivot? Wembanyama, Jokic. Mm. euh, voilà quoi. Ouais, hein. Ouais, hein. Ouais, ouais, bah c'est un peu les premiers. Ouais, j'allais dire à des baillots, mais non. Adebayo, non, il a pas cette capacité, il a pas le Non. dribble, il a pas la capacité à provoquer les fautes, il a pas la Mm. capacité à aller jusqu'au panier, vraiment jusqu'au panier. Ouais. Et donc, Bah, Sengun, du coup, contre qui il a joué cette nuit. Sengun un peu, ouais, Sengun parfois, mais tu vois, je trouve que Sengun c'est plus ponctuel que Mm. vraiment une force de son jeu. Et du coup, je trouve que bon, t'as quand même un joueur qui est plutôt respecté déjà, je trouve, pour son scoring. Et donc, pardon, pas du coup. Et donc, Mm. euh, eh ben, ça débloque un peu tout son passing, n'est-ce pas? Bah ouais, et je pense on va pouvoir s'y atteler tout en douceur d'ailleurs. Tout en douceur. Alors, ce qui est intéressant avec notre ami Derek Quinn, c'est un petit peu de regarder les chiffres aussi, avant de regarder les passes qui sont magnifiques, c'est de regarder les chiffres qui le sont tout autant. Déjà, il y a 61% de ces assists qui vont au cercle, et il y en a 17% qui vont à 3 points, et 9% dans les corners. Ce qui fait qu'en réalité,
il génère que 13% de tirs à mi-distance. Et ça, c'est quand même plutôt bon. Parce que ça veut dire qu'il arrive à trouver les zones les plus rémunératrices du basket. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bah en fait, les Pelicans sont l'équipe qui va le plus au cercle quand il est sur le terrain. Et un autre truc qu'on a dit aussi tout à l'heure, c'est la relation avec Trey Murphy. Et c'est ouf de se dire qu'un tiers de ses assists vont à Trey Murphy. Ensuite, c'est Jeremiah Fears avec 13%, Sadiq Bey, Herbert Jones, José Alvarado, Bryce McGowens, Mika Pivi qui est très bon sur cut. Et on se dit, mais là-dedans, il n'y a pas non plus, par exemple, Zion Williamson. Ou des intérieurs avec qui il pourrait jouer aussi. Et c'est là où tu penses un peu à tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière tout ça. Mais maintenant, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu voir comment il accède justement au cercle? Et ça, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'ils ont réussi très vite. Il aura fallu 2-3 matchs. Il aura quand même fallu 2-3 matchs pour se rendre compte un petit peu de genre qui ils avaient dans les mains. Mais depuis, ils ont never look back. En fait, ils utilisent beaucoup Derrick Queen comme quarterback offensif, presque, je dirais. T'as un petit peu la sensation de regarder des joueurs qui prennent des positions un petit peu sur les corners, dans le 45, et d'avoir Derrick Queen qui va ensuite essayer d'aller les chercher. Et je trouve que là où ils sont plutôt doués, c'est qu'ils arrivent à lui donner le ballon dans les bonnes dispositions, et ensuite à profiter de leur spacing pourtant pas exceptionnel pour arriver à trouver les bonnes zones. Et tu vois, je trouve qu'on a un peu la même sensation que face à Jokic aussi, en fait, si tu protèges le cut, tu te fais avoir, et si tu te protèges le 3 points, tu te fais avoir aussi. Et en plus, l'avantage, c'est que monsieur est défendu par les protecteurs de cercle. Donc finalement, tu dégages déjà un petit peu la qualité des tirs que tu peux avoir au cercle. Et en plus, vraiment, si tu as un joueur qui est sous le panier, il va réussir à le trouver. Et depuis le post-up, c'est quand même exceptionnel sa capacité à trouver les joueurs qui coupent. Et de plus en plus, du coup, je pense que même collectivement, les joueurs recherchent de plus en plus ces situations-là. Parce que finalement, ils savent qu'ils vont être trouvés. Donc, pourquoi ne pas aller le plus souvent possible, couper vers le panier et profiter de cette situation. Et du coup, tu as une équipe qui se développe aussi de plus en plus dans les écrans en backscreen, les pin down, les coupes à 45 à côté du pick and roll potentiellement aussi. Parce qu'ils savent que y a un joueur qui va les chercher de manière continuelle. Et c'est quand même ouf de se dire que quand il est sur le terrain, le volume au cercle des Pelicans, c'est 45%. C'est énorme. C'est énorme. Ça explose. Je pense que c'est vraiment sous-estimé. C'est un super pouvoir. C'est réellement littéralement, je pense, la plus grosse force d'un créateur d'attaque, quoi. Être capable de créer des tirs au panier. Et il est capable. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, là on voit défendu par Rudy Gobert, Kalkbrenner, Klingan, Wemby, donc déjà c'est le protecteur de panier, mais les protecteurs de panier le respectent plutôt. Ils respectent le drive en fait. Donc même s'ils respectent pas le shoot, ils sont quand même obligés d'être pas trop loin, parce que s'ils prennent de la vitesse, après c'est un peu foutu quoi. Ouais. Et moi ce qui me fascine, c'est la précision quoi des passes. La vitesse, elles arrivent vite. Et en même temps, t'es obligé, parce que pour arriver à toucher un mec au cercle, t'es obligé que le ballon il parte vite et bien quoi. Parce que sinon le gars ce qui est ouf, c'est que je trouve limite, même pas limite, il est capable aussi, tu vois, sur les passes à rebond, de mettre des effets, genre pour un peu contourner le défenseur. Alors parfois c'est pas un truc c'est pas non plus un effet de bowling, tu vois. Mais il y a ce côté où juste avec le rebond, et du coup ça fait que la passe arrive pile dans les mains du joueur, en pleine course du joueur. Et ça c'est assez agréable. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont on avait parlé avec FD. Et voilà, donc encore un point qu'on avait vu. Mais perso, que j'avais pas vu à ce point quoi. Je veux dire, c'est complètement fou. Et aussi, tu vois, sur les clips là qu'on voit,
le mec passe des deux mains, il est pas ambidextre, mais il passe avec aisance des deux mains, quoi. Ouais, et en plus, je trouve qu'il arrive à bien trouver la hauteur aussi, dans le Mm. sens où il arrive à servir les gars à trouver leurs mains où est-ce que c'est le plus facile pour eux une fois qu'ils doivent réceptionner le ballon, quoi. Tu vois, ces passes, par exemple, celle-là, un petit peu en passe avec rebond, le rebond, il arrive vraiment à l'appuyer pour que ça lui remonte. Mm. Tu vois, c'est pas une... Parce qu'il y a des passes avec rebond, si tu vas les chercher dans les genoux, bah t'as un temps de retard à la réception. Et non, c'est un passeur de grande qualité. Et même sur les lobes comme ça, il arrive à hyper bien le timer, quoi. Après, c'est là où Ouais. tu te rends compte aussi la verticalité de Trey Murphy, Ouais, quand même. ouais, c'est ouf, c'est ouf. Mais Et il arrive quand même à trouver les joueurs dans les meilleures zones au niveau de leurs mains aussi. Et ça c'est encore exceptionnel parce que tu as l'idée de trouver les mecs là où ils vont être plutôt que là où ils sont. Et en plus, et en plus tu trouves, tu trouves les meilleurs angles de réception. En fait, ouais, même les réceptions ont l'air faciles, quoi. bah, en fait, ça permet aussi cette fameuse grosse fréquence au cercle, puisque le mec qui reçoit la balle, il a, entre guillemets, juste à monter, et pas Ouais. à réceptionner la balle, la contrôler, se mettre en position et monter, ce qui pourrait laisser la défense revenir un peu. Et, et c'est ultra valuable, en fait, comme micro skill, qu'il en est pas un. Et il en a fait une, je sais plus contre qui c'était là cette semaine, où il est à 3 points, et il fait un flotteur qui se transforme en alley-oop pour Trey Murphy. Et c'est ouf la précision. Genre, il est sur le logo. Il est sur le logo et il t'envoie un flotteur. Et, et tu te dis, mais le toucher de balle sur la passe du gars, la précision, enfin, c'est juste fait pareil avec le shoot et on sera très très bien, quoi. Je pense que je l'ai. Je me demande si c'est pas celle juste ici. Ah, c'était contre Portland, ouais. C'était. Est-ce que c'est ça? C'est pas Ah non, celle-là. c'est pas celle-là. Mais n'oublions pas qu'on est aussi en podcast à date, donc essayons de Oui, pas c'est vrai. de pas faire c'est celle-là, c'est pas ça. Ouais, c'est elle. Hop là 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 là, voilà. Mais pour le coup, c'était celle-là où oui, il arrive à envoyer c'est un truc qui part en saucisse et pourtant qui va au cercle. Mais aussi, c'est un sacré joueur de corner de glace. Dans le sens où, depuis le post-up, il arrive à trouver les mecs dans les corners avec une aisance. Corner to glace. C'est quand même parce que du coup, les deux tirs les plus rémunérateurs, c'est les corners et le cercle. Et tu regardes ses passes et tu te C'est dis, ça. le salopard, il trouve les mecs que dans ces zones. Et Ouais. celle-là, elle est super. Parce que on est du coup contre les Spurs. Il est en poste haut. Et en fait, ce qui s'est passé au début de l'action, c'est que Trey Murphy, il est venu poser un écran et que du coup, il y a eu le switch. Et c'est Cornet qui défend sur Trey Murphy. Et on a du coup Derrick Queen au poste haut qui est défendu par Vassell. Et en fait, Cornet, il l'a un peu dans le baba parce qu'il est obligé de rester en net parce qu'il sait que Queen peut driver Vassell. Mais du coup, à l'opposé, on a Derrick Queen qui se met. On a Trey Murphy qui se décale. Et Derrick Queen, il le voit, mais direct. Et il lui envoie le ballon dans le corner avant même qu'il y soit. Et du coup, à la réception, il a un temps d'avance, quoi. C'est ouf parce que finalement, il a tellement d'avance Ouais. que Ouais. notre ami Trey Murphy, il est même pas vraiment à 3 points, il la reçoit juste avant d'être à 3 points. Il la reçoit et il a encore son pied droit un peu en Il a l'air en mordu. train de rétro-pédaler pour dire les termes exacts. J'adore le Mais- mot en anglais backpaddling, mais je suis un peu. Backpaddling. Et lui, il se régale à trouver les mecs dans les corners. Et ça, je me dis quand même, ça a aussi une très bonne faculté parce que ça veut dire qu'il a la passe longue distance. Celle-là, il est en plein dribble, elle part à une main et elle va chercher le petit loustic juste ici, quoi. Et c'est vrai qu'on aurait dû même mettre des ralentis parce que celle-là, je pense que Gary Payton, il a pas compris ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et Ouais. ça, la vitesse à laquelle le ballon part, je pense que la vitesse de passe, pas dans le sens que l'exécution, mais aussi la vitesse à laquelle t'envoies le ballon, c'est une des qualités de passeur un peu sous-estimées. Oui. C'est Parce quelque qu'en chose sur vrai, si lequel. plus le ballon se déplace vite, plus t'as un temps d'avance à la réception, quoi. Ouais, surtout pour les skip passes, tu vois. Ouais, Surtout pour les skip passes parce que la défense va souvent un peu surcharger un terrain et doit faire un close-out. Donc c'est là-dessus en fait où tu as le plus gros gain par rapport à Ouais. une défense qui est en train
de se remettre en position. Et ouais, il a vraiment ce côté-là où il envoie des boulettes, quoi. Et du coup, si je fais les maths, 61 plus 9, ça fait 70% des tirs qu'il crée, c'est des tirs au cercle ou des tirs dans le corner. C'est énorme, c'est délirant, quoi. C'est délirant. Et je trouve que, ouais, comme dit, le système avec Trey Murphy, où d'abord il joue un jeu à deux sur une aile, et après Trey Murphy en gros coupe ligne de fond et va dans l'autre corner, ou alors bah, tout simplement les systèmes où tu vois, il est lui plein centre et t'as comme dit deux pin down sur les deux ailes, et du coup bah t'as soit Trey Murphy qui sort, soit un joueur qui rejette un écran, qui coupe au panier, et bah en fait c'est franchement avec Borrego, ils ont vraiment une bête d'attaque, quoi. Enfin, depuis qu'il y a Borrego et depuis qu'ils ont compris qu'ils avaient un vrai moteur offensif. Et au début, tu vois, il y avait des moments où, ouais, ils jouent 18 minutes, ils jouent 14 minutes, ils jouent 20 minutes. Et je trouve qu'il joue encore relativement peu, c'est-à-dire qu'il n'est pas à 35 minutes de moyenne, il est plutôt entre 25 et 30 parce que, bah, il y a encore Zion et je pense qu'il n'est pas parfait, même en attaque, tu vois, il n'est pas parfait sur son scoring. Sur sa défense aussi évidemment, et je pense que le cardio pour jouer 35 minutes, et même s'il est beaucoup plus agile et élancé que ce qu'on pensait, bon il n'est pas encore là, mais quand même tu as ce côté où ils ont compris à qui ils avaient affaire. Tu vois là, toutes les passes qu'on voit, main gauche, main droite, capable de passer après le dribble, en mouvement, capable de passer, tu vois, garder son dribble avec un ou deux crosses et après passer, passe de lob, ce qui passe, enfin c'est un peu la folie, quoi. C'est un peu la folie son passing, et je sais pas ce que t'en penses, mais honnêtement au poste de passeur, genre, pivot, oui, au poste de pivot, c'est quoi, c'est concrètement c'est déjà le deuxième meilleur passeur des pivots, ou c'est un blasphème de dire ça? Mais moi, tu vois, cette action, elle me fait clairement penser à Jokic, qui est le meilleur des pivots passeurs de l'histoire. Parce que, regarde, on a du coup ce end-off, donc notre ami Derek Queen est au-delà de la ligne à 3 points, on a un end-off un peu dynamique avec Hawkins, et il garde le ballon. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a ici Jaren Jackson Jr. qui est en roamer entre la raquette et le corner. Et comme la défense a hyper peur de la capacité de Derek Queen à trouver des mecs sur cut, quand Jordan Hawkins coupe vers le cercle, Jaren Jackson, qui du coup lui doit protéger le cercle, est directement happé et vient dans la raquette. Il trouve du coup le joueur qui a été laissé tout seul, et ça fait un 3 points avec la faute. C'est ouf. Et t'as ce truc là, exactement les mêmes mécanismes qu'il y a contre Jokic, de genre, qu'est-ce qu'on fait défensivement? Est-ce qu'on protège le cut ou est-ce qu'on protège le panier, enfin le 3 points? Et du coup, bah, lui, il a cette capacité de trouver les mecs qui sont libres. Et en plus, comme tu l'as dit, bah, il y a la gravité de scoring. Parce que là, contre les Spurs, il est switché sur De'Aaron Fox. T'as Luke Cornett qui vient du coup. Et maintenant, on se retrouve avec un 3 contre 4 en périphérie. Il va être patient et il va trouver le bon loulou à l'opposé pour avoir ensuite le 3 points ouvert. Et ce qui est fou là-dessus, tu vois, en vrai, il y a plein de choses à dire sur cette petite action. Ouais. Mais déjà, donc, la gravité face au plus petit qui attire la double team. Il garde son dribble quand même relativement longtemps en vie. Il y a un cut aussi des Pélicans, tu vois, il y a un cut d'Herb Jones qui crée en fait, en cutant, donc un 3v2 sur la périphérie. Et ce qui est ouf, c'est que il attend que Dylan Harper coupe Trey Murphy. Donc Dylan Harper va sur Trey Murphy pour couper la passe au meilleur shooter. Et lui, il fait la lecture directe à Saddiq Bey, ce qui rend le close-out compliqué et ce qui fait une passe facile pour Saddiq Bey. Et pour le coup, un tir qui est grand ouvert, quoi. Et je pense qu'il y a il y a de la manipulation. Il n'y a pas la manipulation visuelle, tu vois, de Jokic, parce que personne n'est Jokic. Mais il y a ce côté lecture, pas simple lecture, mais lecture de la lecture du défenseur, tu vois. Genre, lecture, littéralement, ce qu'on appelle lecture avancée, quoi. Tout à fait. Et je pense que s'il joue autant et qu'il est déjà passé titulaire et qu'ils lui font confiance, bah, c'est parce que ils savent qu'ils vont générer les meilleurs tirs avec lui sur le terrain. Et en plus, c'est un aspect collectif, quoi. Mais du coup, comme tu as dit, c'est un driver, comme De Niro.
Et ça n'empêche. Tu me régales. Hein. Tu me régales. T'es créatif. Hein. Franchement, t'es créativité sous-estimée, je trouve. Mais je m'inspire des meilleurs. Hein. Et du coup, la capacité de drive, toi tu l'as montré au scoring, mais sur le passing, c'est d'autant plus redoutable. Parce que du coup, on a montré beaucoup de vidéos où il fait du passing statique, mais en fait, il peut très très bien passer en mouvement aussi. Et là, c'est là où tu te dis, mais c'est où est-ce qu'on s'arrête? Où est la limite? Ouais. Et en fait, c'est là où tu retrouves le truc de sa menace sur drive est telle qu'il attire des défenseurs et ouais, sa capacité, sa proprioception vraiment à jouer dans l'espace, voir toujours tout la tête levée, c'est dingo, c'est dingoland. On est chez les fous. On est chez les fous parce que il y a qu'ici qu'on il voit ça. arrive à trouver des mecs sur spin move et tout genre. Ouais. C'est un pivot qui peut faire un spin move en plein milieu d'un drive et la passer en mouvement quoi. Ouais. Et là il cross Wembanyama 2 fois, il arrive à être statique juste assez longtemps pour que le cut vienne et il trouve le mec à l'instant T quoi. Ouais. Et ça c'est fort et du coup vraiment je pense que le passing en mouvement c'est peut-être la grosse différence avec un mec, tu vois, comme on a de la Bonis qui n'a pas le scoring non plus et qui n'a pas cette capacité à faire du drive and kick. Il fait du drive and kick en fait, tout simplement. Ouais. C'est un pivot qui fait du drive and kick et du drive and dish. Parce que comme tu as le protecteur de cercle qui vient gêner son drive parce qu'il arrive à prendre des mecs de vitesse, bah en fait, il arrive à trouver des mecs au cercle dans toutes les situations. C'est insupportable. C'est insupportable ou alors c'est magnifique. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et vraiment, moi, il y a un truc qui m'a régalé aussi. C'est les pick and roll inversés. Ouais. Et alors, je me dis qu'avec Zion Williamson... son backup désormais. C'est son backup désormais, Zion. Et ça, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est beau. Mais moi, j'adore celle-là aussi parce que, du coup, t'as Trey Murphy qui vient poser l'écran. Et donc, le défenseur de Trey Murphy, il est obligé de passer au-dessus de l'écran pendant que Derek Lively est plutôt en drop. Et en fait, ça crée un bordel monstre dans les défenses d'avoir un mec qui joue aussi bien les inverted pick and roll alors que d'habitude ils sont pas censés défendre ça et ce avec Zion vu qu'il peut trouver des mecs où aller où ouais. C'est trop facile, c'est vraiment trop facile et ça je trouve que c'est vraiment top et l'autre capacité qu'il a que c'est à passer vite et tu vois il y a beaucoup d'actions on a montré où il est plutôt en hub et il est patient et je trouve qu'il y a aussi des moments où il peut jouer presque le connecteur et passer directement presque à la ballon dès qu'il y a besoin en fait que le ballon continue de vivre. Et en fait, tu vois, moi parfois ça m'inquiétait un peu sa tendance à garder longtemps le ballon dans les mains, mais finalement il est aussi capable de faire sans les mains. Donc ouais, c'est du beau boulot, monsieur Derek Queen. Vous avez les félicitations du jury. Du jury des rookies, exactement. Ouais, mais tu vois, sur tout ce qu'on voit aussi. Est-ce que c'est notre rookie de l'année ? Peut-être que c'est une question pour plus tard, mais... Oui. Je trouve que tu vois, il a une capacité sur toutes les passes qu'on a vues. Tu vois, tu retrouves vraiment ce côté souplesse, quoi. Souplesse de passer des deux mains, passer, tu vois, complètement un peu hors de position, mais le registre de passe est assez phénoménal. Alors, si on regarde un peu les stats, ouais, on voit que c'est un joueur qui perd encore quand même pas mal de ballons, mais ça faisait partie de son profil. Et moi, j'achète complètement ce genre de profil. Quand tu vois la rentabilité de ses passes, c'est complètement... Enfin, je pense que la balance est très très positive. Et il a combien de on-court d'offensive rating ? On-court offensive rating 115. Ouais, donc quand il est là, t'as une attaque moyenne avec... au-dessus de la moyenne avec des joueurs dégueulasses, quoi. Et ce qui est ouf, c'est... Et la fréquence au cercle, plus 7%, plus 7,7. Voilà. Un tir sur deux qui est pris au cercle quand il est là, quoi. Tu pourrais dire peut-être que les tirs, ils sont dégueulasses quand il est là. Peut-être qu'ils sont dégueulasses, mais il augmente quand même l'efficacité de presque 6% au cercle, quoi. Ouais, et tu te rends compte qu'en augmentant de plus 6%, l'équipe est dans le 39e centile. Ouais, tu te dis que quand il est pas là, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse.
augmentation des lancers francs, moins de perte de balles quand il est sur le terrain que quand il est pas sur le terrain. Donc t'as un peu ce truc-là de même si lui il perd beaucoup de ballons relatifs à son poste, finalement, Oui, bah ça c'est pas un impacte. meneur. En Ouais. fait 15%, c'est un gros centile, enfin, faible Oui, centile par chez rapport les au meneurs. pivot. Mais Mais par chez les rapport au meneurs, meneur, c'est. ça va. Genre, Draymond Green qui est à plus de 20%, Scoot Anderson qui a fait des saisons à 20%. Enfin Mm. voilà quoi, ça va pour un pivot. Et Plus 12% de Nate. C'est plus 12 d'offensive rating sur demi-terrain. Et il n'y a que finalement en transition qui crée pas beaucoup plus ouais, d'efficacité, mais par contre qui crée plus de fréquence de transition après l'interception et même après rebond. Donc et on oui. retrouve aussi un peu ce côté quarterback, Kwakubé. Et dernier petit truc que je m'étais dit qui pourrait être intéressant, c'est quand même 1,8 de block percentage, 1,6 de block percentage et 1,6 de steal percentage. Donc on est sur un mec qui aussi, malgré des défauts défensifs, a des bonnes mains et peut faire les bonnes lectures qu'on retrouve aussi en attaque. Et depuis le 24 novembre, donc j'ai pris cette date un peu arbitrairement, mais bon, voilà. Les Pélicans, depuis que du coup il y a en gros Borrego, à peu Mm. près, et que Derrick Quinn joue de plus en plus, t'as une attaque qui fait 130 d'offensive rating, la moyenne c'est 114. Hein. Ouais. 130, 120, bon, 103 contre les Warriors, complètement raté, 124, 128, 105, ok, raté, Minnesota, 127, 133, 113 contre Chicago, donc la moyenne. Et cette nuit, 123 face à la deuxième meilleure défense, les Houston Rockets. Et donc en fait, je crois qu'ils sont top 10 sur les 10 derniers matchs en offensive rating. Et enfin, t'as vraiment un moteur offensif. Et pour le coup, plus le temps passe, plus quand j'y réfléchis vraiment, et je veux bien ton avis là-dessus, Mm. mais je me demande, est-ce que finalement, c'est pas potentiellement, parmi les rookies, celui qui en termes de création de jeu a le plus haut potentiel. Et je dis ça pas parce que je Mm. l'adore, et je pense que justement, parce que je l'adorais, je l'ai un peu sous-évalué à la draft, parce que j'avais tellement peur que ça se passe Ouais. mal. Mais en réalité, quand tu y réfléchis, pourquoi je dis ça? Parce que le profil le plus valuable, c'est si tu arrives à avoir un créateur de jeu depuis le poste intérieur, parce que c'est décuplé pour tout ce qu'on a montré, et de grande taille, du coup, parce que du coup, défensivement, tu peux faire plein de choses, etc. etc. Donc, en fait, j'en vois pas d'autres, à part peut-être Cooper Flag si ça se passe bien. Bon, Moi Dylan j'aurais Harper. plutôt pensé à Dylan Harper, ouais. Ouais, Dylan Harper parce que c'est un driver peut-être ultime. Mais tu vois, je pense que le passing, je préfère Derrick Quinn et Dylan Harper. Tout Dylan Harper qu'il est, même Jeremiah Fears, les flashs sont ultra impressionnants de handle et de toucher de balle. Bah, ça reste sur des postes arrière, quoi. En Ouais. fait, ça casse beaucoup moins la géométrie d'une défense Mm. que de le faire depuis un poste intérieur. Bah, c'est là où finalement le rêve qu'on avait c'était qu'il soit comme ça et qu'il puisse jouer. Parce qu'on s'était quand même posé la question pendant les épisodes de draft, c'était genre. Mais ils vont le faire jouer, vous pensez ou pas? Parce que défensivement il avait l'air d'en avoir tellement rien à foutre. Ouais. Et que t'avais un peu ce truc là de genre, bah oui, mais finalement c'est censé être ton protecteur de cercle ou au moins d'être un ancrage de ta défense. Comment ça va se passer pour pouvoir le faire jouer? Il faudrait vraiment qu'il ait un impact en attaque qui soit exceptionnel. Et quand tu regardes les chiffres de volume au cercle qui augmentent à ce point-là, on parle pas de genre un des 50 mecs qui augmente le plus la fréquence au cercle. Genre, On parle des on parle de. Bah, 4-5 meilleurs, quoi. bah, en tout cas, statistiquement, on parle du meilleur pour l'instant, tu vois. Ouais. Alors, c'est des stats de on-court et aussi c'est lié au style potentiellement de l'équipe et tout. Mais quand même, quoi, il a joué vraiment avec des peintres, hein, quand même. Là, il joue vraiment avec. Je pense qu'il y a un Mika mec sur Peavy. deux. Avec Michael. Même si je les aime beaucoup, McGowan, c'est Michael Peavy. Et t'adores Sadiq Bey. Et t'adores quand il y a des pour le coup, post-ups Sadiq j'adore Bey. Sadiq Bey. Mais bon, c'est pas le plus rentable, quoi, les post-ups de Sadiq Bey. Et t'imagines que genre 3 mois après sa draft, il est déjà en train de faire le même taf que Jokic, il est en train de donner une carrière à des mecs qu'on avait plus. Quoi. Ouais,
Ouais, quel est le sauveur du basket, quoi. Le sauveur du basket. Je pense que c'est le sauveur du basket. En effet. Mais ouais, oui, je suis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on sort ça à Noël, hein. C'est parce que c'est l'enfant prodige, c'est notre little Jesus à nous, quoi. Faites-lui des cadeaux, il le mérite. Mais ouais, pour toi, c'est ton rookie de l'année? Ah là là, c'est difficile parce que il y en a tellement des chouettes. Parce que Ah, du ils coup, t'as sont chouettes, envie de hein. le donner aussi à Dylan Harper parce que gros kiffeur, gros driver, casseur de défense, là aussi, bah, sa capacité tout simplement de drive, quoi, qui est exceptionnelle. T'as envie de le foutre à Knuckle parce que, bah... Le mec est juste à plus 10% à 110 de true shooting plus en étant rookie, mais Et à mais côté de tranquillou, ça, quoi. bah, t'as aussi envie de le foutre à Cooper Flag parce que défenseur ultra polyvalent et capacité d'adaptation, connecteur, passeur, il crée de plus en plus en attaque et du coup ça lui aussi ça casse un peu plus la géométrie des défenses. Mais t'as quand même t'as une all rookie team. La première, elle est costaud, hein. Oh. Et puis tu rajoutes Cedric Howard, ça te fait Ouais. un 5 qui est quand même sympathique comme tout, quoi. Ah ouais, ça fait plus rêver que le All Tournament Team qu'ils nous ont pendu, quoi. Je pense que je préfère la All Rookie Team que la All Tournament Team cette saison. Celle avec Jalen Brunson, là? Jalen Brunson, De'Aaron Fox, Doncic, SGA et Karl Anthony Towns. La tronche de l'équipe. Bah, ça score, hein. Ça score. Ah bah ça c'est sûr. Ça score, ça défend pas une cacahuète, mais ça score. Mais ouais, et pardon, juste quelque chose que je voulais rajouter, mais tu vois, sur le côté défensif, on peut peut-être finir aussi par là. Mm. Je pense que, honnêtement, la défense est plutôt rincée du côté des Pélicans. Mais quelque chose qu'on avait déjà vu pour le coup, c'est ses mains. Il a des mains exceptionnelles. Et au final, tu vois, le côté mobilité est pas horrible. Alors, je sais pas à quel point ce sera un bon protecteur de panier ou pas, mais pour le coup, je trouve que le modèle Şengün, de ce point de vue-là, est peut-être le chemin à prendre. Ouais. Bah surtout qu'il y a les mains et il y a un truc par contre qu'on n'avait pas anticipé, c'est le moteur. Ouais. Et la capacité de répéter les efforts. Et la mobilité. Enfin, franchement, Oui. je le trouve tellement plus mobile qu'à Maryland, c'est dingue. Ouais. Bah moi j'ai pas assez vu la NCAA, mais de ce que j'avais vu, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Ouais, bah, moi non plus. Moi non plus. Pour rien te cacher, moi non plus. Mais voilà, donc... Enfin bon, on attend de voir quand les Pélicans auront une défense. Ouais. Mais on est sur un sacré rayon de soleil quand même du côté de Derrick Queen. Et tu m'avais posé la question pendant le podcast. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet oseille? Alors ça, tu me l'avais aussi posé une fois. Mais pendant le podcast sur Derrick Queen, je vais te retourner la question et je vais l'amplifier, Azad. Derrick Queen, 5,5 All-Star Game en carrière. Over ou under? Over. Over. Et Derrick Queen, 0,5 All NBA Team. Over ou under? Over. Allez, ça me va. Soyons fous. C'est parti. Soyons fous. Bah, en tout cas, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut rendre l'antenne. On peut rendre l'antenne, on peut souhaiter une bonne année et des bonnes fêtes à tous les gens qui nous écoutent et les remercier de nous écouter, tout simplement. Parce que c'est quand même chouette. Nous, on s'amuse bien et on est content de pouvoir s'amuser avec plein de gens finalement et partager nos petits kiffs comme Derrick Queen. Donc merci à ceux qui nous écoutent. Exactement. Merci à tous pour cette belle année qu'on a vécue finalement avec vous, ce beau début de saison 2025-26. Et puis passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous acheter un maillot du Zion Williamson, des Nikola Jokic, Derrick Queen. Et puis si vous êtes sage, il y aura peut-être une vidéo sur Wembanyama pendant les fêtes.
Et ça, Allez, c'est beau. vendu Lustu Cru. Vendu Lustu Cru. Vendu. Et ben, bonne fête aussi à toi, Azad. Joyeux réveillon. Merci beaucoup. Et puis, à très très vite. À l'année prochaine. Oh non, pas déjà quand même. Ah oui, c'est vrai, non. Bah oui, mais les gens, ils savent pas qu'on enregistre genre le 19 décembre. Ouais, j'avoue. Bah ouais, mais faut pas le dire là. Là, on rentre dans du Inception de podcast. Là, ça me plaît pas du tout. Gros bisous. Gros bisous. Ciao, ciao.